On va donc démarrer ce matin avec deux plateaux introductifs copieux. Alors avec une première excuse de la part de l'une des intervenantes qui est Chloé Oli, je ne sais pas si elle peut nous suivre sur le streaming, mais notre pensée va vers elle, vers Emmanuel Vitalis, et l'une de nos intervenantes, Mélanie, fera écho au travail que vous accomplissez ensemble. Alors cette première partie de la matinée va se diviser entre le transmédia et la cuisine, et les blocs de cuisine. Et on va démarrer avec ce transmédia. Alors Philippe l'a introduit effectivement tout à l'heure, ce mot média qui est mis à toutes les sauces aujourd'hui. Et ce transmédia, donc nouveau terme, qui va être explicité, qui va être éclairé par de savantes personnes tout à fait à même de le faire, puisqu'ils y sont engagés quotidiennement. Alors on est dans les nouvelles formes de narration. Est-ce que cela veut dire que la narration de nos arrière-grands-parents a vécu son temps et que le lien ne peut pas s'opérer? Je ne crois pas, bien au contraire. On est dans cette famille de croissance mutuelle que le numérique apporte. On est dans un rapport à des enjeux qui peuvent être esthétiques déjà, qui peuvent être philosophiques, mais qui sont très souvent aujourd'hui stratégiques et commerciaux et économiques. Donc une grosse question qui se pose pour les entreprises dans l'utilisation de cet univers narratif. Et on va avoir une première intervenante qui est Mélanie Bourda. Mélanie, vous êtes maître de conférence à l'université de Bordeaux 3. Oui, pendant ce temps, on pourrait effectivement... C'est gentil. Est-ce qu'on pourrait aider? Voilà, Mélanie. Vous êtes cofondatrice de l'association Univers Transmédia. Vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication. Et vous travaillez sur les mutations des pratiques médiatiques des téléspectateurs et sur les stratégies transmédia des producteurs. Vous enseignez par ailleurs le transmédia storytelling. Philippe nous parlait de la licence professionnelle, et bien tout particulièrement en licence professionnelle. Et alors, Philippe parlait de chinoiserie tout à l'heure. Alors effectivement, on a prévu un petit cadeau pour les 10 ans pour chacun de nos intervenants. Alors Mélanie, c'est beaucoup plus important ici, Mélanie. Voilà. On laisse tomber les techniques, on a du papier. D'accord. Vous avez un joli cadeau là, qui est un proverbe chinois. Alors ce proverbe se dit Mo Chu Chengzhen, n'est-ce pas? On ne l'a pas affiché. Il y a un manque. Non, que vous puissiez suivre quand même. Nos chers petits. Non, mais ça devait s'afficher. Ah, voilà, voilà. Alors, vous reconnaissez bien sûr les 4 caractères en question, qui nous racontent déjà toute une histoire. Alors, je fais très court, mais que vous ayez en tête l'idée qui va enchaîner toute cette journée. On s'est dit que pour chacun des intervenants, il était bien de vous offrir une petite pensée venant de cette lointaine Chine. Et pour vous, Mélanie, on vous a prévu une pensée qui pourrait se traduire par « à force de patience, une barre d'acier trempée dans l'eau peut devenir une aiguille ». D'accord, merci. C'est le début d'un récit. Bon, j'ouvre une toute petite parenthèse. C'est un proverbe qui a accompagné l'un des plus grands poètes chinois, qui s'appelle Li Po, et qui avait observé cette vieille dame en train de planter une barre d'acier dans une rivière. Et il s'est approché d'elle, il lui a dit « Mais qu'est-ce que tu fais, vieille dame ?» Et elle lui a dit bah, « Tu vois bien, je suis en train de faire une aiguille. » D'accord. Voilà, c'était le point de départ. Mélanie, un grand merci pour votre présence. Et donc, bienvenue au Transmédia sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci pour C'est bon? Ouais. Donc merci beaucoup et merci pour ce joli proverbe chinois. J'ai intitulé ma présentation aujourd'hui Lost in Transmedia parce que le transmédia c'est un peu le mot dont tout le monde parle en ce moment et notamment en pub ou en fiction et on ne sait pas trop ce que c'est. Donc moi, mon rôle aujourd'hui ça va être de vous définir ce qu'est le transmédia et on va voir...
Et je vais vous montrer par des exemples, donc 2 exemples de fiction et un exemple publicitaire, comment on décortique le transmédia et comment ça se passe. D'accord. Le transmédia, qu'est-ce que c'est? Donc on commence par une définition. Et je prends une définition de Henry Jenkins. Donc il y a une raison de cette définition. C'est parce que Henry Jenkins, c'est le premier qui a défini le transmédia. C'est lui qui en a parlé pour la première fois dans une revue qui s'appelait Technological Review. Et il en a parlé quand il a vu l'univers de Matrix. Donc il a vu la trilogie des films Matrix et il s'est rendu compte qu'il y avait tout un univers qui avait été créé autour de Matrix. Et il a dit, c'est du transmédia storytelling. Donc le terme storytelling est intéressant parce que le transmédia, c'est toujours raconter une histoire. Hein. Donc transmédia storytelling. Je lis la définition. Il dit, Henry Jenkins, c'est un processus dans lequel les éléments d'une fiction, donc fiction puisque Matrix, hein, sont dispersés sur diverses plateformes médiatiques dans le but de créer une expérience de divertissement coordonnée et unifiée. Donc ce qu'il faut retenir dans cette définition, c'est la dispersion sur diverses plateformes médiatiques. Donc on va utiliser les potentialités des plateformes médiatiques. Donc toutes les plateformes médiatiques, hein, ça peut être des plateformes numériques comme Internet, donc des blogs, des sites Internet, des réseaux sociaux, mais ça peut être aussi des médias non numériques comme la presse, le livre, les BD. Donc les potentialités de toutes les plateformes médiatiques. Et deuxième élément qu'il faut retenir, c'est une expérience de divertissement. Donc ça, c'est du côté, si on se place du côté de la réception, on va rentrer et s'immerger dans un univers narratif, coordonné et unifié. Donc il faut que cet univers soit cohérent, que ça forme un tout. Donc je vais vous montrer un schéma après qui va vous expliquer comment ça peut former un tout. Alors, il y a des mots qui sont rattachés au transmédia storytelling. Alors, j'ai essayé de faire un word cloud, il n'est pas génial, mais bon, ça a l'avantage de vous présenter tous les mots qui peuvent être rattachés au transmédia. Donc, vous avez storytelling, je vous ai dit tout à l'heure, hein, le but du jeu, c'est de raconter une histoire. Ça va être une histoire augmentée, si on peut dire, une narration augmentée. Des franchises, parce qu'en général, dans les fictions, on a des franchises qui sont c'est à partir de ça qu'on développe des extensions transmédia, donc extensions, multiplateformes, bien sûr, le brand content, donc ça fait partie aussi du transmédia. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure autour de la publicité de l'Audia 3, donc du brand content transmédia. De la co-création, si on se passe aussi du côté des récepteurs, ils sont là pour co-créer et participer à la création de cet univers. Les fans, bien évidemment. On va parler, je pense que Julien Aubert va nous parler des communautés, donc on va comprendre un peu comment ça fonctionne, tout ça. Communauté et un mot. ARG, donc Alternate Reality Game, c'est également un mot qui est rattaché au transmédia. Vous allez voir que la pub pour l'Audia 3 était en ARG, et on en reparlera lors du café numérique de ce mot ARG. Et l'interactivité, bien sûr. Donc ça, c'est rattaché à la co-participation, à la co-création. Du côté des fans, il faut qu'il y ait un principe d'interactivité et de partage des connaissances. Alors concrètement, à quoi ça peut ressembler une stratégie transmédia? Ça, ce schéma-là. Donc on a un contenu. Donc en général, c'est ça le début de la franchise, c'est le contenu mère, ce qu'on appelle le mothership, si on veut. Et ce contenu la narration de ce contenu va se déployer sur diverses plateformes médiatiques. Donc je vous l'ai dit, ça peut être des plateformes médiatiques numériques ou pas. Donc vous avez plusieurs exemples là. Donc la presse, le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo, c'est assez utilisé puisque c'est par nature immersif déjà. Donc on l'utilise pas mal en transmédia. La musique peut être aussi utilisée. La télévision, ça peut être aussi une des plateformes médiatiques. Et bien évidemment, Internet. Donc vous voyez, c'est vraiment une rencontre entre des nouveaux médias et des anciens médias qui peut être utilisés dans le transmédia storytelling. Donc pour un schéma explicatif de la narration traditionnelle versus la narration transmédia, donc le premier schéma, vous avez la narration traditionnelle. Donc là, les exemples, c'est movie, game et book, donc des médias qui peuvent être utilisés dans les créations transmédia. Donc vous voyez bien que là, dans le schéma traditionnel, elles s'empilent, mais elles ne forment pas un univers complet. Donc il y a juste une empilation de ces plateformes qui ne va pas créer une narration complète. Alors que dans le schéma du transmédia, vous voyez bien que ces modules, ces extensions,
s'imbriquent pour créer cet univers et cette narration complète. Donc c'est ça le transmedia storytelling, c'est créer un univers sur plusieurs plateformes médiatiques. Alors, je pense que Julien va sûrement développer là-dessus, mais le but du jeu du transmedia storytelling, c'est aussi de créer une communauté, si on se place du côté du récepteur. Donc, pour les fictions, on voit très bien l'importance de la communauté, mais c'est exactement pareil pour les marques ou pour le brand content, du coup. Il faut créer une communauté qui va s'immerger et qui va participer, du coup, dans un univers. Donc, dans ces communautés, il y a une typologie des fans, des participants, qui peut être déterminée. Donc vous avez les organisateurs, donc ceux qui vont organiser la communauté. Et bon, je suppose que vous connaissez tous les wikis. Donc là, les wikis sont faits par les organisateurs de communautés, en fait. Vous avez ensuite ce qu'on appelle les hunters, les chasseurs. C'est ceux qui vont aller chercher tous les indices sur les plateformes, les différentes plateformes médiatiques de l'univers éclaté. Donc, vous avez les détectives, c'est ceux qui vont décoder tous les indices, parce que la plupart du temps, et notamment pour les ARG, vous allez voir pour ce que je vais vous montrer tout à l'heure, il faut des gens qui décodent les indices qui ont été disséminés un peu partout sur toutes les plateformes. Et vous avez ce qu'on appelle les lurkers, c'est seulement ceux qui observent. Donc eux, ils sont là pour observer comment ça se passe. Ils n'ont pas forcément envie de s'impliquer plus que ça, mais ils sont quand même là pour observer et pour regarder comment tout ça fonctionne. Donc ça, c'est une typologie, et je pense que Julien va la développer plus en détail en suivant. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça donne, en fait, une fiction transmédia? Donc, je vous ai dit tout à l'heure que Henry Jenkins avait développé autour de Matrix, donc je prends l'exemple de Matrix pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, Matrix, vous avez... C'est assez intéressant pour Matrix parce que les frères Wachowski, donc qui ont créé Matrix, avaient pensé l'univers de Matrix dès le début de la conception. Donc là, ils avaient pensé, dès le premier film, qu'ils allaient créer tout un univers autour de Matrix. Donc vous avez bien évidemment la trilogie des films, les trois Matrix, donc ça c'est la base de ce que les gens ont vu. Mais si on avait envie de s'immerger plus dans cet univers, on avait des possibilités sur d'autres plateformes médiatiques. Donc il y a une série de courts-métrages animés qui s'appelait The Animatrix, qui a été créée donc, par les frères Wachowski aussi, et qui permettait là, de comprendre comment fonctionnait la matrice. Donc on se plongeait bien dans l'univers de Matrix et on avait une augmentation de la narration, puisqu'on essayait de comprendre ce qui se passait autour de cette matrice. Donc ça a été diffusé sur Internet, dans des cinémas, avant des films, comme des bandes annonces, puis en DVD. Donc déjà, on avait plusieurs supports rien que pour cette extension de la narration. Il y a eu ensuite une série de comics, donc des BD au format américain, qui s'appelait sobrement The Matrix Comics, donc distribués sous forme papier. Donc là, c'est intéressant parce que la communauté a quelque chose de concret entre les mains de cette extension de la narration. Donc là, c'était pareil, c'était pour expliquer cet univers, pour rajouter un peu d'éléments sur cet univers qui avait été créé dans ces films. Il y a ensuite des jeux vidéo qui ont été créés, 2 jeux vidéo. Un jeu vidéo qui s'appelait Enter the Matrix, dans lequel on jouait le rôle de Neo, donc l'élu, et ça permettait de comprendre toutes les interactions et toutes les alliances qui étaient faites dans le film et qui ne sont pas forcément toutes expliquées. Et ce jeu vidéo permettait de comprendre quels étaient les mécanismes de toutes les alliances entre les personnages. Donc c'était assez intéressant. En plus, on jouait un personnage de film, le principal. Il y a eu ensuite un deuxième jeu vidéo qui est sorti. Et celui-là, il a rajouté de la narration temporellement, si vous voulez, parce que à la fin de la trilogie, on a une armistice qui est proposée dans la narration, et ce jeu vidéo permettait de comprendre les conséquences de cet armistice. Donc on a la narration rajoutée par rapport à la fin du film. Et dernier élément, ce qu'on appelle un MMORPG, donc c'est un jeu online, un jeu en ligne à joueurs multiples. Et là, l'intérêt, c'était de proposer un endroit dans lequel la communauté pouvait jouer tous ensemble.
Donc là, on capitalisait sur le phénomène de communauté qui se créait autour de l'univers Matrix. Deuxième exemple, une fiction télé. Donc les fictions télé, ce sont des franchises plutôt, puisque là, on a un contenu mère, la série, et les extensions qui vont après être développées. Donc j'ai pris Lost, parce que c'est le plus évident, enfin, dans mon esprit. Donc vous avez plusieurs éléments qui ont été rajoutés à Lost, et un élément assez intéressant et assez original qui s'appelle la Lost University. Donc c'est une université en ligne, qui s'appelle la Lost University. Donc ça permet d'avoir, c'est du transmédia un peu éducatif si vous voulez, ça permet d'avoir des informations éducatives sur l'univers de Lost tout en s'amusant et tout en créant aussi une communauté, puisque les étudiants de la Lost University vont discuter ensemble et créer la communauté. Donc ce qui est intéressant dans Lost University, c'est que c'est du transmédia, donc il faut que ce soit cohérent. On suit des cours qui sont en rapport avec ce qui se passe dans la série. C'est-à-dire qu'on peut suivre des cours sur la physique quantique ou sur le voyage dans le temps, si on veut. Donc on suit des cours comme ça, on apprend ce qui se passe dans l'univers de la série. Et ce sont des vrais cours en ligne donnés par des professeurs de l'université de Los Angeles. Donc c'est une vraie université en fait, et on a des diplômes à la fin, on passe des cours, on a des cours, on passe des diplômes. Donc c'est une vraie université, mais c'est du transmédia parce qu'on apprend ce qui se passe dans l'univers, tout en s'amusant et tout en créant la communauté. Vous avez eu des ARG, donc on expliquera ce que c'est plus en détail pendant le café numérique, c'est Alternate Reality Game. Donc chaque hiatus, le hiatus c'est entre des saisons, entre saison 1, saison 2, saison 2, saison 3, saison 3, saison 4, ils ont fait des ARG, des Alternate Reality Game, je vous expliquerai ce que c'est plus tard. Il y a eu des faux sites internet qui ont été créés. Donc, exemple, le site internet de la Dharma Initiative. Donc, la Dharma Initiative, c'est la société qui est dans Lost et ils ont créé le site internet. Donc là, c'est pour brouiller la frontière entre réalité et fiction. Donc, ça se présente comme un vrai site d'entreprise. Et ce qui fait qu'on comprend que ce n'est pas un vrai site d'entreprise, c'est qu'il y a des éléments de la série. Donc, en général, quand on va dans Staff, dans l'onglet Staff, on a des personnages de la série qui sont CEO ou ce genre de choses. Donc c'est là qu'on comprend qu'on est dans l'univers de la série. Et ils avaient prévu, puisque Lost est terminé, des web documentaires sur le projet Hanzo. Donc le projet Hanzo, c'est un projet important dans la série. On sait que ça existe, mais rien n'est expliqué autour du projet Hanzo dans la série. Donc ces web documentaires, si on veut bien évidemment aller savoir ce que c'est, nous présentent ce qu'est la société Hanzo et ce qu'elle est censée avoir fait avant d'apparaître dans Lost. Donc comme dans la temporalité de Lost, cette société Hanzo est censée avoir existé dans les années 70, les web documentaires sont présentés avec un grain un peu vieilli et en noir et blanc. Et des scientifiques nous expliquent donc ce qu'est le projet Hanzo. Donc voilà, c'est ça du transmédia, c'est rajouter de la narration et des explications par rapport à l'univers qui est créé. Donc je vais vous montrer une vidéo, ça s'appelle un case study, donc une étude de cas. Donc c'est en anglais, mais je pense que tout le monde va comprendre. Je vais vous expliquer après en détail. Donc c'est la campagne de promotion autour de l'Audi A3. Donc il y a eu une campagne de promotion qui s'est déroulée sur 3 mois, au printemps 2005, pour lancer l'Audi A3 aux États-Unis. Donc là c'est un ARG, un Alternate Reality Game, et vous allez comprendre comment ça fonctionne. Il faut le son. What was The Art of the Heist? In its simplest terms, it was a spy movie come to life, based around the theft of the first Audi A3 in America. A spy movie that you didn't just watch on screen, but one that you could actually participate in. A story that went from the virtual world to the real world and back. This living movie started with a live theft at the Audi dealership on Park Avenue. If you had been walking by that night, you would have seen 2 goons smash the window and make off with the A3. You would have seen security guards run after a suspect, hand out wanted flyers, and put up police tape. The
following day at the New York International Auto Show, instead of seeing America's first A3, you would have seen signs reporting the missing car in place of the car itself. If you had asked the attendants at the show what happened, they would have shrugged, not knowing themselves if this was real or not. Checking auto enthusiast websites, you would have read bloggers from around the world reporting the story of the missing A3. A few weeks later, you might have noticed billboards, newspaper ads, and wild postings appearing, asking for your help in locating the car. While watching TV one night, you might have seen this oddly awkward yet sincere television commercial. Attention. A series of events has led to the disappearance of a red 2006 Audi A3. If you have any information regarding its location, please contact Audi of America immediately at audiusa.com/A3 or call 1-866-OK-RECOVER. This car is equipped with dual-clutch DSG, open sky system, Audi Nav Plus, and 2 SD card slots. Thank you. Finally, deciding to investigate the missing A3 for yourself, you visit the website, audiusa.com/A3. You would have learned that Audi had mysteriously contracted a firm specializing in the recovery of high-end stolen art, LastResortRetrieval.com, a company run by sexy Nisha Roberts and geeky Ian Yarbrough. Their site contained thousands of pieces of information, all of it seemingly legit. Telephone calls, faxes, messages, receipts, photographs, everything. Further investigation would have confirmed the legitimacy of Last Resort Retrieval, as their services had been advertised in the classifieds of high-end magazines for months. To make things a little more interesting, Nisha Roberts even has an admirer who offers to help find the car, video game designer Virgil Tatum, who has his own realistic company and website called VirgilKingofCode.com. He was interested in designing a game based around Nisha's exploits, but that wasn't all. He wants to get the car back in hopes of striking a lucrative deal with Audi that would allow him to put their cars into his games. If you had been at E3, the largest video game expo in the world, you would have been able to talk to Virgil, ask him questions in person, see him meet real video game designers, and give an interview in character that was aired on the VH1 Top 20 Video Countdown. But no matter where you came into the story, you would have met Todd, a blogger who had been intently following the action from day one. A character who acted as a modern-day Greek chorus, neatly and cleanly laying out the information so that you could catch up on what you had missed and continue to learn more. From his site, you might have stumbled onto the viral films hidden in emails, like Easter eggs, that would allow the casual observer to follow the story like a traditional movie. You would have learned all about the live events that had been advertised in coded messages on Monster.com. Participants who solved these puzzles were rewarded with invitations to live events, where they got to meet the characters and help them on clandestine missions in an effort to solve the mystery of the stolen A3. And even after all of that, you would realize there was so much more, but it would have been up to you to decide how far down the rabbit hole you wanted to go. If you had checked back a few weeks later, you would have seen the mystery solved and found out exactly why the A3 was stolen. Vous avez là un exemple de storytelling autour d'une voiture. Donc le but du jeu, là, ça a été de créer une histoire pour que les gens rentrent dedans. Donc il parle de rabbit hole à un moment donné, donc le terrier du lapin. Le rabbit hole, c'est en fait ce qui va aspirer les gens dans le jeu. C'est ce qui va faire que les gens vont jouer dans le jeu. Donc là, c'était une campagne collaborative, de publicité collaborative en ligne. Le but du jeu, c'était de retrouver une Audi A3 qui avait été volée chez un concessionnaire de New York. Donc ils avaient créé un événement autour du lancement de l'Audi A3 et ils avaient envoyé des cartons d'invitation, et quand les gens arrivaient sur le site du concessionnaire, ils se rendaient compte qu'il y avait des bandeaux de police et que l'Audi A3 avait été volée.
Donc là, on leur expliquait que l'événement n'était plus possible et qu'il fallait retrouver absolument cet Audi A3 qui contenait des secrets de Audi. Donc ça, c'était un des premiers rabbit holes. C'était un des premiers trous qui aspiraient les gens dans le jeu. Un des deuxièmes rabbit holes, vous avez vu, c'était des campagnes publicitaires. Donc il y a eu des campagnes publicitaires pour retrouver cet Audi A3 dans la presse. Pour créer cette campagne publicitaire, ils ont utilisé donc plusieurs médias et ils ont créé toute une histoire autour de cette Audi A3. Donc voilà les rabbit holes, ils vous les ont montrés dans la vidéo. Hein. C'était les campagnes pour annoncer que la voiture avait été volée. Et donc toute une communauté s'est mise en marche. Donc voilà, ça sert bien à ça, un ARG, à créer une communauté pour retrouver cette voiture volée. Donc autour de cette marque, Audi, ils ont créé une communauté de gens qui ont pu ensuite parler de cet événement et donc parler de l'Audi A3. Et effectivement, on s'est rendu compte d'un résultat que les ventes d'Audi A3 aux États-Unis ont nettement augmenté suite à ce jeu collaboratif, à cet ARG. Donc je pense que Julien, je vous ai présenté là le transmédia. Je pense que Julien, tu vas continuer à parler donc de ces communautés et de ces implications autour des ARG en particulier, il me semble. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup. Deux petites questions avant de demander à Julien d'enchaîner. Quel est le degré d'obsolescence de ce type de récit? Tout à l'heure, vous disiez Lost est terminé, donc ce qui enclenchait effectivement une réflexion sur la durée. Est-ce qu'on a un recul suffisant aujourd'hui pour se dire, voilà la durée type de ce type de récit? Oui, alors pour les séries télévisées, c'est particulier parce que du fait qu'on peut les acheter en DVD ou qu'on peut les regarder en streaming ou les télécharger n'importe quand, on peut devenir fan à n'importe quel moment où on peut avoir envie de se plonger dans l'histoire à n'importe quel moment. Donc la Lost University, si vous voulez, vous pouvez y jouer, vous pouvez y participer encore maintenant, même si la série est annulée depuis pas mal de temps. Pour les ARG, c'est différent parce que les ARG ont ce qu'on appelle une timeline. Donc il y a un début, un milieu, une fin au jeu. Donc on ne peut pas y jouer après la fin, bien entendu. Et en général, autour des fictions, donc pour les films, la timeline, c'est la fin du jeu, c'est le lancement du film. Donc là, si on veut y jouer, il faut absolument qu'on joue pendant cette durée. Donc si vous êtes intéressé par ça, il y a justement en ce moment un ARG autour de The Dark Knight Rises, le prochain Batman. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez jouer à l'ARG. Bon, il faut trouver le rabbit hole et s'y plonger dedans. Donc le degré d'obsolescence est relatif et ça dépend le mothership, en fait, le contenu mère. Donc pour The Art of the Heist, ce que je vous ai montré là, bien évidemment, c'était un ARG, donc il fallait y jouer au moment où c'était lancé. Et deuxième petite question, on parle d'univers de Lost, d'univers de Matrix, etc. Est-ce qu'on assiste aujourd'hui à des fusions de ces univers? Des crossovers? Ouais. Des crossovers, non, pas particulièrement. Pas encore, c'est possible? On se dirigerait vers cela? Ça pourrait être possible, mais alors, comme c'est des franchises, il faudrait que les motherships soient détenus par la même société de production. Donc, par exemple, pour les séries télé, vous voyez bien qu'il y a des crossovers entre FBI, Portée disparue, et NCIS, ou quelque chose comme ça, ou les experts, mais c'est parce que ces deux séries sont produites par la même société de production et sont diffusées sur la même chaîne aux États-Unis. Donc, pour le transmédia, il faudrait que les franchises soient produites par les mêmes gens pour qu'il y ait des crossovers comme ça et des passages entre les univers. Superbe. Merci beaucoup, Mélanie. On va enchaîner, alors peut-être un petit mot. Merci. On va peut-être juste un petit mot sur Emmanuel Vitalis.
Peut-être aussi, Mélanie, vous la connaissez bien, vous pourriez peut-être dire juste un petit message sur son travail. Emmanuelle, qui est juriste en propriété intellectuelle et TIC, et qui est aussi, en même temps que Mélanie, cofondatrice de l'association Univers Transmédia. Et donc, juste brièvement, quel est son champ d'intervention? Comment vous coopérez, vous collaborez au sein de l'Univers Transmédia? Alors, on a créé une association, donc Univers Transmédia, et avec Emmanuelle, qui est juriste, donc juriste en propriété intellectuelle et numérique. Donc elle travaille plutôt sur le transmédia, bien évidemment, et sur les implications juridiques autour du transmédia, puisque je vous ai parlé, il y a des franchises, donc il y a une propriété intellectuelle autour de ce transmédia. Donc elle s'occupe du pôle juridique et accompagnement. Donc accompagnement de projets, si quelqu'un a des projets transmédia, a des conseils à demander ou des difficultés, donc on est là pour ça. Et moi je m'occupe du pôle recherche, donc j'ai créé un comité scientifique de professeurs et maîtres de conférences de Bordeaux 3, Paris 3 et Lyon. Et donc on travaille sur le transmédia et donc on écrit des articles et je coordonne un numéro de revue là qui va sortir bientôt autour de ça. Donc Emmanuelle, elle, c'est plus sur le côté juridique du transmédia, puisque c'est ce sur quoi elle a été formée. Un petit rouleau pour Emmanuelle. Ah, alors ce n'est pas une blague qui voulait dire Tintin le Tao, ça signifie parler avec un vif plaisir. Ah, mais oui, en plus, elle adore parler, donc ça lui va très bien. Ça sera reporté. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, Julien va enchaîner. Julien Aubert. Julien, vous êtes experience designer. Vous allez nous dire ce qu'on met derrière cette appellation. Vous avez travaillé chez Extra Lab sur les communautés, les médias sociaux, notamment sur Second Life. Vous avez créé le blog Fais-moi jouer, un blog sur les nouvelles expériences de jeu, avec Thomas Mayou, c'est cela? Et en 2010, vous créez Bigger Than Fiction, qui est un concept de l'élaboration plutôt du concept à la rédaction du scénario communautaire. Et j'avais vu sur votre biographie Shenzhen. Oui, j'ai fait mon double diplôme à Shenzhen. Ah ben voilà, merveilleux. Donc le lien est tout trouvé. Ça s'est bien passé? Ça s'est très bien passé. Vous savez que j'ai connu Shenzhen il y a 27 ans. C'était un village. Aujourd'hui, c'est Manhattan. C'est 30 millions d'habitants voilà. Et c'est une ville qui s'étend sur 40 km. Voilà. C'est impressionnant. Alors justement, vous avez droit à... On ne le voit pas? Nos chers amis de la régie. Vous avez droit à Manshan Pianier, ce qui veut dire partout dans les montagnes et les vallées. Ok, très bien, ça fait une bonne introduction. Mal, hein. Je vais exactement ce dont on va parler. L'idée, c'était de faire écho à votre capacité ubiquitaire. Donc voilà, vous êtes partout, Julien. Ok, mais je vais essayer de le démontrer. Julien Aubert, merci. Merci. Alors, je vais rester debout, je n'ai pas de support, donc je vais essayer ça va être moi le support. Je vais rebondir tout de suite sur ce que disait Mélanie et sur la question que vous pouvez tous vous poser. C'est-à-dire que quand on voit la vidéo de The Art of the Heist, je suis sûr qu'au fond de vous, vous êtes dit, c'est un peu pour les geeks quand même. Un petit peu à volon de... faut se l'avouer. Alors moi, je vais plutôt remplacer le mot geek par fan, parce que c'est un mot qu'on connaît. Et quand on parle de fan, je suis sûr qu'on est tous un petit peu fans de quelque chose. Qui n'est pas fan ici dans la salle? On est tous fans, on a tous été fans d'une série télé, on a tous été fans on a une passion dévorante, et c'est même d'actualité, ça va avec la société, on se cherche des passions depuis maintenant des dizaines d'années. Certains c'est le jardinage, d'autres la cuisine. On a tous, donc on est tous fans de quelque chose. Qu'est-ce qui définit un fan ? Un fan, ça peut être des fois, comme on l'a vu dans la vidéo de Mélanie, des comportements un petit peu irrationnels. Des gens qui vont prendre des jours de congé pour pouvoir rester chez eux, enquêter sur cette aventure qui est The Art of the Heist. Qu'est-ce qu'un fan? C'est aussi quelqu'un qui a, par rapport à nous, un savoir plus étendu sur un sujet, comme justement la cuisine et le jardinage, ou les séries télé.
Tim Kring, le créateur de la série Heroes, lui il parle de monnaie sociale. Il dit que c'est justement l'ingrédient qui fait qu'on est fan et l'ingrédient que s'échangent les fans. Le phénomène de machine à café, on le connaît tous. On a besoin justement entre nous d'échanger, de s'apporter les uns les autres. Et quand les fans d'Heroes parlent de la série, Tim Kring a observé sur les forums et sur les médias numériques que les fans justement se disaient « Est-ce que tu as vu l'épisode 14 il s'est passé ceci. Moi, j'ai vu le comic book justement, j'ai lu la BD, donc je peux t'expliquer pourquoi le héros se comporte de façon un petit peu énigmatique dans la série télé. » Ces éléments, ce petit plus, c'est ce qu'on s'apporte entre fans. Et tout le transmédia, ça va être nourrir en fait le besoin des fans dans cette monnaie sociale. Donc, comme le disait Mélanie, dans une communauté de fans, d'individus, il y a plusieurs catégories. Alors, je ne vais pas être aussi précis que Mélanie sur les organisateurs, les enquêteurs, etc. Moi, j'aime beaucoup l'image de l'ascension du mont Everest. Alors pourquoi ? Parce que l'ascension du mont Everest, c'est une performance. Et comme on l'a vu dans la vidéo précédente, The Art of the Heist a été une performance. C'est live, comme on l'a dit, il y a une timeline, il y a un début, une fin, il y a des contraintes, c'est-à-dire que si on arrive à la fin de cette aventure, évidemment, on ne peut pas tout comprendre, et surtout, on ne peut pas y prendre part et devenir leader ou acteur de cette aventure, comme les personnes qui l'ont découvert dès le début. Donc j'aime bien en fait séparer les groupes, une communauté en quatre catégories. Donc on s'imagine l'ascension du mont Everest. On a évidemment les personnes qui vont planter le drapeau tout en haut du mont, qui font toute l'ascension. Donc ça nécessite beaucoup de préparation, beaucoup d'attention, une passion dévorante et un engagement, surtout un engagement très très important. L'engagement c'est très important. Donc on s'imagine ce premier groupe de personnes qui va grimper le mont Everest. Mais combien de personnes chaque année grimpent le mont Everest ? Beaucoup diront, pour certains c'est déjà beaucoup, mais finalement il n'y a pas grand monde qui y va. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça, et surtout, nous tous, on est tous très épatés et plutôt intrigués, et on a beaucoup de respect pour ceux qui le font. C'est ce process qui est important dans le transmédia. Donc on s'imagine le premier groupe de personnes qui grimpent le mont Everest. Il y a toujours un deuxième groupe de personnes, sont justement, comme le disait Mélanie, les lurkers, ces voyeurs, ces gens qui sont très documentés sur l'ascension du mont Everest, qui connaissent beaucoup de détails, qui peut-être connaissent des guides de montagne, enfin, qui connaissent très bien ce sujet, pourtant ils ne l'ont pas fait. C'est des gens qui pourraient s'arrêter au dernier palier. C'est pas eux les sportifs, ce ne sont pas les aventuriers, c'est pas ceux qui vont justement ramener la neige du sommet, mais pourtant c'est des gens qui ont quasiment vécu toute l'expérience, mais qui sont un petit peu en retrait. Donc ça, sur les ERG, les lurkers, ce sont des personnes qui vont suivre les forums, qui vont lire, qui vont avoir visité tous les sites. Pourtant, ils ne vont pas y avoir vraiment pris part. Ils vont avoir supporté, comme ils le peuvent, les acteurs, les joueurs de l'ERG, mais ils vont toujours rester un petit peu en retrait. La troisième catégorie, ce sont les curieux. Les curieux, ce sont peut-être vous, quand justement vous allez aller voir, aller essayer de découvrir l'ARG de Dark Knight Rises, c'est-à-dire que vous allez voir la vidéo Rabbit Hole, vous allez donc prendre part à l'aventure, vous allez peut-être voir un site ou deux, vous allez comprendre de ce qu'il en est, vous allez être épaté, étonné, vous allez vous dire « Waouh, c'est génial, ces jeunes, ces fans de Batman sont vraiment très étonnants ». Pourtant, vous n'allez pas y prendre part. On va pas dire que vous êtes des joueurs de l'ARG, puisque effectivement, vous n'y aurez pas joué. Pourtant, est-ce qu'on peut dire que vous faites partie de l'expérience ? Moi, je suis convaincu que oui, et on est tous convaincus. Vous faites partie de l'expérience. Pourquoi ? D'une, vous allez être capable de partager votre expérience. Vous êtes capable, dans un repas de famille le samedi soir avec justement vos neveux, vos enfants, vous allez pouvoir leur raconter, leur dire « Va voir l'ARG de Dark Knight Rises, c'est épatant, c'est génial. Toi qui as aimé le dernier opus, tu vas adorer. »
Donc vous faites bien partie de la communauté, vous êtes un membre actif de la communauté, sauf que vous avez un rôle différent de ces personnes qui vont grimper le mont Everest ou qui vont tout simplement enquêter sur les éléments de Dark Knight Rises. Et enfin, il y a la quatrième catégorie, ce sont les visiteurs. Les visiteurs, c'est ceux qui gonflent les chiffres des ARG. Le précédent ARG qui était pour le film donc de Dark Knight, donc c'était l'ARG s'appelait Why So Serious. Le case study est très intéressant, je vous invite aussi à aller le voir. On va pas avoir le temps de le faire tout de suite, mais c'est vraiment très très pertinent. On parle de 10 millions de joueurs. Sur d'autres sites, on parle de 20 millions de joueurs. Alors on se demande justement, on se dit mais entre 10 et 20, il y a quand même une marge. Justement, la marge, c'est ce qu'on est en train de voir, c'est le degré d'implication dans le jeu. Alors quand on parle de visite, c'est qu'en fait, on va prendre des indicateurs comme Google Analytics sur l'ensemble des sites et on va essayer de compter le nombre de visiteurs uniques. Alors c'est très compliqué d'une part parce que comment reconnaître, dédoublonner les visites entre les sites, c'est un peu compliqué. Donc on a des estimations qui sont assez larges. Justement, cette marge, c'est les visiteurs, c'est le public, ceux qui like sur Facebook, ceux qui vont le tweeter, c'est-à-dire que ces gens qui vont avoir un seul contact avec l'ARG et qui vont pourtant faire encore une fois partie de l'expérience. Cela, si on revient vers notre ascension du mont Everest, c'est le public, c'est ceux qui finalement restent avec un appareil photo, qui prennent les photos un petit peu de loin. Alors là, le mont Everest, c'est vrai que c'est un peu long comme ascension, mais si on prend l'ascension juste d'une montagne ou du mont Uluru en Australie, c'est des gens qui vont plutôt rester à la base, qui ne vont pas participer à l'ascension, donc on pourrait dire qu'ils ne participent pas à l'aventure, mais qui pourtant font partie du groupe. Alors du coup, la question qu'on peut se poser, c'est de se dire, et justement, moi, c'est mon travail d'expérience designer, c'est de m'assurer que toutes les catégories de personnes dans la communauté aient une expérience positive. Donc, comme le disait Mélanie tout à l'heure, il faut s'assurer des points d'entrée. Chaque catégorie de personnes doit avoir un point d'entrée et doit retirer une expérience satisfaisante de son expérience. Dans le cas de The Art of the Heist, la vidéo est très importante. On parlait justement tout à l'heure de la temporalité. Combien de temps, justement, quelle est la durée de vie d'un ARG ? J'avais envie de dire que grâce à la vidéo case study, la durée de vie est très très longue, puisque quand on la voit, on se dit « Ah, dommage, je l'ai loupé ». Mais je l'ai vu finalement. Alors ce qu'il faut, c'est justement notre travail, c'est de s'assurer que quand une personne, 1 an, 2 ans après la fin du jeu, découvre le jeu par justement cette vidéo, que ce public de retardataires puisse avoir une petite expérience, être engagé et avoir un contact avec le jeu. Donc c'est le travail qu'on fait de ce qu'on appelle la redistribution de l'information. Le concepteur de l'ARG de Blair Witch, parce que Blair Witch, alors c'est pas un ARG à proprement parler, c'était plus une campagne marketing, puisqu'à l'époque, ils n'avaient pas cette volonté de vraiment créer une enquête, etc. Mais rappelez-vous, Blair Witch, comment ça a commencé ? Il y a des gens qui ont découvert une cassette vidéo, qui l'ont donc lue dans leur magnétoscope à l'époque, il y en avait encore, et en fait on voyait des images non montées, très brutes, de groupes de jeunes avec cette sorcière dans cette forêt mystérieuse. Les concepteurs en fait de la campagne marketing de projet Blair Witch, ils avaient mis en ligne un site qui s'appelait La sorcière de Blair Witch, dans lequel on pouvait trouver plein de données, de faits sur cette histoire, des faits qui étaient donc fictifs, oui en effet, mais qui donnaient un petit plus en fait dans cette expérience. Et le concepteur de cette expérience, qui s'appelle Mike Monello, qui a ensuite créé la société Campfire, qui est responsable de la campagne de True Blood. Est-ce que vous avez entendu parler de la campagne marketing pour True Blood ? En fait, cette société a dit, en tout cas, a pensé que pour justement faire la campagne de True Blood, le meilleur moyen c'était de mélanger la fiction et la réalité, de donner un petit peu de nourriture aux fans, et ils ont commercialisé le True Blood de la série True Blood, donc du sang de synthèse.
Donc ça en fait rire certains, évidemment. Alors c'était du jus d'orange sanguine, rassurez-vous, c'était pas du sang de synthèse, mais ça a permis aux vrais fans, les vrais fans se sont rués dans les magasins pour en acheter. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Après ils en ont parlé à leurs amis en faisant, tiens, tu veux goûter mon True Blood? Je me suis acheté une caisse de 6, on va aller se boire un True Blood ensemble. Les amis, mais ils ne sont pas des fans de True Blood, pourtant on le voit dans le sourire, merci de votre sourire complice, c'est très intéressant quand même si je ne suis pas fan de True Blood, quand je bois du True Blood, je me dis, là il se passe quelque chose, il y a quelque chose de bigger than fiction, clin d'œil, autoréférence, il fallait que je le place. Oui, c'est basé sur le concept de bigger than life, ce pacte en fait... Justement, je disais hier aux étudiants, il y a quelque chose de très important sur lequel se reposent toutes les fictions d'Hollywood, ce qu'on appelle la suspension momentanée d'incrédulité. Bah oui, quand vous voyez Mission Impossible et que la voiture explose en plein vol dans la colline, vous savez que c'est pas possible. Une voiture, ça n'explose pas en plein vol. D'ailleurs, on nous dit que ça explose jamais une voiture normalement. Mais quand on le voit dans Mission Impossible, on est là genre, waouh, c'est génial, il a échappé à la mort. 2 secondes après, il explosait dans la voiture. C'est pas vrai. Mais pendant ce moment de film, on est un petit peu moins exigeant en fait, et c'est ce qui fait qu'on est diverti. Cette suspension d'incrédulité, elle est prolongée et on joue encore dessus quand on boit justement un True Blood, ça a le goût d'orange sanguine, mais on se dit waouh, je suis un vampire, c'est génial, et du coup on est dans le monde, on est dans la fiction. Donc justement, ce que disait Mike Monello, c'est que les ARG et le transmédia de manière générale sont des communal activities. Alors c'est vrai que si on traduit, ça fait des activités communales, c'est pas forcément la bonne traduction, on va dire activité communautaire. Et justement, on en revient à se dire, on fait tous partie d'une communauté. Alors, justement, je vais rebondir sur le storytelling. Ça date pas d'hier, c'est clair, mais les communautés, ça ne date pas d'hier non plus. Les tribus préhistoriques étaient des communautés finalement. L'Église est la plus grande communauté. Un édifice, c'est un groupe de personnes qui se réunit chaque semaine pour discuter d'un sujet en commun et approfondir une réflexion sur une passion pour ne pas aller plus loin sur ce sujet. Du coup, on va revenir sur qu'est-ce qu'une communauté finalement. Une communauté, c'est un groupe d'individus, ça c'est évident. Mais quand on fait du community management et quand on anime un ARG, il faut qu'on ait un petit peu plus loin la réflexion sur ce qu'est une communauté. Alors, Amy Jo Kim, une grande chercheuse dans le community management, nous dit c'est une communauté sur le web et donc dans les ARG, c'est 3 choses. C'est donc un groupe d'individus qui partagent une passion en commun. Cette passion, c'est à nous de la trouver. Mais elle est toute trouvée, puisque quand on est dans l'ARG, la passion, c'est l'ARG. C'est soit la licence, comme Batman dans le cas de Dark Knight, les voitures dans le cas d'Audi, ou simplement la passion de jouer, la passion d'aller plus loin. Donc ça, ce sujet, il faut qu'on l'ait toujours en tête, parce que c'est la raison pour laquelle le groupe s'est formé autour de nous. Une communauté, c'est un lieu. Un lieu, alors ça peut être, avant c'était les sites communautaires, c'était les pages Caramel, maintenant on a Facebook, une page Facebook est un lieu dans lequel une communauté peut s'épanouir, discuter, communiquer. Sans lieu, il n'y a pas de communauté. Et là on revient avec le petit clin d'œil avec l'église ou un club de foot. Un club de foot sans stade, c'est quand même beaucoup moins productif. Alors déjà on ne peut pas assouvir la passion, mais surtout qu'on a besoin de ce lieu de rendez-vous, ce lieu dans lequel on va fédérer, ce lieu qu'on va personnaliser à notre image, c'est très important. Et puis troisièmement, et là est tout l'enjeu de notre travail, c'est des missions, des activités. Parce qu'un groupe d'individus fédérés autour d'une passion commune dans un lieu personnalisé qu'il s'est approprié, c'est très bien. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Donc nous, notre travail, c'est de donner du challenge à cette communauté. C'est de leur donner une raison de se revoir, de revenir tous les jours, de communiquer. Et enfin, et ça c'est mon petit tir à moi, c'est aussi donner des récompenses. On aime beaucoup les récompenses, on aime beaucoup tout travail mérite salaire, c'est ce qu'on nous a souvent dit. Une communauté a besoin d'avoir un petit feedback. Le feedback, c'est important. Il faut prouver qu'on est là pour la communauté, qu'on apprécie ce qu'elle fait pour nous, mais surtout que ce qu'elle fait a du sens et fait avancer les choses. Donc cette récompense, c'est pas forcément un cadeau, un petit pins Dark Knight, bien que ça marche beaucoup chez les fans, le petit pins Dark Knight, mais ça peut être tout simplement une vidéo. Alors dans le cas de la RG de Star Trek,
les élèves hier étaient assez étonnés que, par exemple, dans le dernier ARG pour Millennium, la récompense était juste un accès direct à un site sur lequel on pouvait réserver une place pour l'avant-première. Alors, ils disent, mais c'est pas une récompense, ça, c'est juste le droit d'aller à l'avant-première. Ben oui, mais c'est une récompense. Pourquoi ? Parce que c'est déjà, on sait que c'est nos pairs, nos amis qui vont aller aussi voir la séance. C'est de l'exclusivité. L'exclusivité est une terrible récompense. Après, les badges, ça marche très très bien aussi. Dans le cas de Dark Knight, la récompense, c'était le trailer. Le trailer, 3 jours avant tous les médias. Encore une fois, c'est une récompense qu'on peut trouver mince, mais quand on est fan, on apprécie beaucoup ça, puisque ça crée un sentiment de privilège et d'exclusivité. Donc je pense que j'ai duré assez. Donc là, c'est très bien, ok. On peut dire encore longtemps. Donc c'est vrai, non, du coup, la phrase de la fin, c'est que justement, hier, les étudiants me disaient, mais est-ce qu'on peut faire un ARG avec tout ? Ou est-ce que c'est que pour les geeks et les films de science-fiction, comme justement Star Trek que j'ai oublié de citer ? La réponse, c'est on peut faire un ARG et du transmédia avec tout, puisque comme je le disais tout à l'heure, et j'espère que ça va faire une bonne transition pour la cuisine, c'est que moi, la cuisine, je trouve que c'est quelque chose qui est extraordinaire. Il y a une base de connaissances énorme, il y a des comportements particuliers, il y a plein d'outils. Comme je disais, moi j'ai des amis qui me disent « Regarde, j'ai acheté la nouvelle verrine à la mode, c'est super joli, il y a des petites recettes super bien. » Moi, personnellement, les verrines ne m'intéressent pas beaucoup. Pourtant, chez mes amis qui sont passionnés de cuisine, ça leur semble tellement évident qu'ils vont sur des sites de cuisine, justement, pour assouvir leur passion. Et nous, storytellers, c'est à nous de travailler ces communautés, c'est à nous de les divertir et à trouver de nouveaux moyens pour les engager. Un grand merci, Julien. Mélanie ? Non, juste, je voulais répondre à la question, est-ce qu'on peut faire des ARG sur tout ? Oui, on peut faire des ARG sur tout. Là, il y en a eu récemment. Il y a eu récemment un ARG qui a été fait en collaboration avec le MIT. Avec le MIT, donc Massachusetts Institute of Technology, et le Smithsonian, donc le musée d'histoire naturelle de Washington. Ils ont fait un ARG à destination des enfants pour les aider à comprendre les conséquences du réchauffement planétaire. Donc un jeu collaboratif en ligne pour les enfants, et c'est un ARG éducatif. Donc les ARG, c'est pas seulement pour les fictions ou pour la publicité. Effectivement, on peut faire des ARG sur tout, comme on peut faire du transmédia, surtout pour les musées, du transmédia éducatif ou quoi. C'est pas seulement pour les geeks, effectivement, et pour les fictions. Donc voilà, c'était juste pour rebondir et donner un exemple. Moi, j'ai bien apprécié le parcours dans la montagne, du guide de montagne au geek de montagne, et comment suivre effectivement ce que font les autres à travers cet engouement, ce partage, parce que finalement, toute cette histoire de communauté, tu citais, Julien, les communautés ecclésiastiques, c'est l'histoire humaine qui se déroule là. Donc, on est vraiment dans du lien, dans la mise en lien que les technologies apportent à leur tour. On va prendre une ou deux questions rapides, si vous en avez. Sinon, on enchaîne, mais on ne voudrait pas vous priver de réagir. Alors, on partage cette journée, donc il y aura des pauses après le débat sur la cuisine. Il y aura bien sûr le déjeuner, donc n'hésitez pas à aller vers nos intervenants comme vous savez le faire, bien évidemment. Mais si vous souhaitez rebondir tout de suite, oui. Je vous en prie. Ouais, c'est ce que je me demande. Ces micros semblent récalcitrants aujourd'hui. 1, 2. Juste une petite réflexion. En parlant d'ARG, est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'une ARG élyséenne en période électorale, par exemple ? Allô ? Oui.
On parle de storytelling politique, en tout cas. Il y a des ouvrages qui sont consacrés à ça et qui le décrivent très bien, notamment sur la campagne d'Obama et la campagne de Sarkozy, des films qui en ont parlé. Oui, le storytelling politique existe. Après, d'ARG, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même l'idée de scénarisation et de créer un parcours utilisateur, donc espérons qu'il n'aille pas aussi loin. D'ailleurs, il y a une petite rumeur qui est partie sur l'enfarinage de François Hollande, et 6 heures plus tard, il y avait un jeu sur lequel on pouvait jeter des sacs de farine sur la tête de François Hollande. Paraît-il, c'est les jeunes de l'UMP qui auraient qui avaient un jeu sous le coude où on pouvait jeter des choses sur la tête de François Hollande. Ils ont juste programmé l'animation du sac de farine. J'ai l'espoir de penser que ce n'est pas le cas, que c'est plutôt un studio de jeu opportun qui a fait le truc, mais je n'ai pas d'informations dessus. Une autre question? Oui. Monsieur? Oui, bonjour. Présentez-vous, s'il vous plaît. Pardon, je m'appelle rapidement. Thierry Roubi, je suis du Sirpin. Juste une question pour me demander si cette description de transmédia, c'est pas un nouveau terme pour parler de choses finalement relativement anciennes. Parce que la participation de communautés, même au niveau médiatique, pour attirer du buzz, c'est pas nouveau. Parce que par exemple, il y avait des choses qui se faisaient chez DC Comics pour décider du vote de la mort d'un personnage, ce qui permettait au public de participer à la narration. De même, vous parliez de Batman, c'est un personnage qui a toujours été énormément transmédia. Il a eu plusieurs vies dans le jeu vidéo, dans la bande dessinée, au cinéma, etc. Et est-ce que finalement, c'est pas juste remettre une couche de peinture sur un vieux concept? C'est un peu provocateur comme question, mais est-ce que c'est pas ça? Moi, c'est vrai qu'il y a plusieurs types de transmédia. On n'a pas été dans la théorie de la chose, mais c'est que les franchises comme Matrix sont des franchises transmédia, et c'est vrai que là, on peut dire qu'il y a un petit coup de peinture, parce que finalement, ça existe depuis très longtemps. Et dès qu'il y a des fans qui ont une demande, les maisons, donc les sociétés de production ont toujours été à même d'y répondre. Donc c'est vrai que ça, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est dans les campagnes d'ARG comme Dark Knight ou Art of the East, où là, on a mobilisé un chorus de sites, d'applis mobiles, etc. Et que tous ces médias étaient live et ne formaient qu'un à un moment T. Clairement, c'est nouveau. Parce que ça nécessite une réflexion en amont et une scénarisation transmédia que ne mettaient pas en place les créateurs de Batman à l'époque, puisqu'on était quand même plus dans du monomédia. Mais c'est vrai que, de toute façon, même le terme cross-média, ça fait très longtemps qu'on en parle. Et la question, ça peut se dire quelle est la différence entre du cross et du transmédia. Et là, je vais passer le micro à Mélanie. Donc, alors, la différence entre le transmédia et le cross-média, si tu veux que je réponde à ça. Donc, le transmédia, c'est une extension de la narration, donc on a compris, sur diverses plateformes. Le cross-média, c'est l'adaptation d'un texte sur d'autres plateformes. Donc, il n'y a pas l'immersion dans cet univers et il n'y a pas l'extension de cette narration. Donc, c'est juste ça la différence. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, les phénomènes de fans, ça a toujours existé. Vous citiez Batman ou quoi, ou pour les séries télé, Star Trek, compagnie, ça a toujours existé. Là, le transmédia, c'est vraiment d'immerger dans un univers, c'est d'immerger dans une histoire augmentée. Tout à l'heure, je parlais de narration augmentée, mais c'est ça, c'est de la narration augmentée. C'est rajouter des éléments par rapport à ce qui se fait dans le Mothership, quoi, dans la franchise. Donc c'est vraiment ça que ça apporte. Et effectivement, les médias numériques, ça a quand même pas mal favorisé pour créer tout cet univers. Et pour les ARG, c'est assez bien utilisé d'ailleurs. Puisque, non, t'as pas donné l'exemple mais il y avait eu un ARG qui s'appelait The Beast, autour de AI, de intelligence artificielle de Steven Spielberg. Donc ça s'appelle The Beast parce qu'ils avaient créé 666 sites internet et blogs et items autour pour créer le jeu. Donc c'est assez gros quand même. Et c'était en 2001, donc vous imaginez maintenant ce qu'on peut faire en 2012. Merci. Un grand merci, je pense qu'on peut vous applaudir.